Ah, il est où? Oui. Il est à droite. Dans ton cul. Ouais, mais mon écran est Même pas... le chat, il est à droite. Bravo la Oh, France. c'est fou. Allez voter. commence bien. J'ai remarqué que même si je baissais le volume, globalement, dans l'enregistrement, ça ne me baisse pas vraiment non plus, toujours. Je suis parfois obligé de refaire du montage. C'est ballot. C'est ballot. C'est Super ballot. Comme disait... Putain, oh oui, ou. Peut-être je vais avoir le générique en tête. Merci. Merci Florian. Alors, phase B. Épisode je sais pas combien, parce que de toute façon, c'est The Last One. Après, on est en vacances. On est en vacances, à peu près. Ouais, je sais Moi, pas. oui. Non. Il reste un Monsieur Série, il me reste un épisode Yacht Rock, et puis il y a un épisode sur Axel Follet. Mais globalement, après, on est en vacances. Globalement. Hein, donc, moi, oui, c'est Elodie, parce qu'elle est en vacances apparemment toutes les 2 semaines. Je sais pas comment elle C'est fait. faux, j'ai pas eu de vacances. l'administration depuis, française. Depuis. J'ai pris 3 jours au mois Depuis de mai. 15 jours. Non. Et sinon, avant, j'avais J'avais pris pas des 2 semaines, vacances c'est à 15 jours. Noël. Voilà. Ah ouais, bon, ça va, t'as le droit là. Ah, merci. Voilà. J'attendais votre permission, justement. T'aurais fait comment ça? La bien, mais... Ah bah La Ah ben, permission vient de j'aurais Olivier. été fatiguée. Bon, on Non, n'est pas allez, t'as le droit. fatigué. Ah, merci, merci. Alors, pour ce phase B, c'est du freestyle, hein, donc en gros, on a, je pense, 1 milliard de recommandations, de choses que l'on a vues, écoutées, lues, peu importe. Elodie, Oui, comme ça fait un moment. alors, je vais essayer de vous faire une mini recommandation d'introduction, mais à chaque fois que j'essaye de la recommander, ça marche pas. Alors, je vais faire mon Jérôme Bonaldi aujourd'hui. On a perdu tous les jeunes du podcast déjà. En fait, Je rappelle qu'avant le direct, on parlait de 40 degrés à l'ombre. Donc voilà. oui, N'oubliez c'est pas que Souvenez-vous. Vincent Perrault a sorti un jeu, hein, je vous avais envoyé la photo. Un jeu de quiz improbable terrible. par Vincent Perrault. J'ai l'impression que tous ceux qui ont fait ne serait-ce qu'un peu de télé, ils ont lancé un jeu apéro, tu vois. Genre Cyril Hanouna, il a eu son truc, Koé, il a eu son jeu, enfin... C'est bien, Ouais. tu cites Le- que des personnes le- pas problématiques. Bah oui, le jeu, c'est le ça jeu le de Cyril problème. Hanouna, c'est la France en ce moment. Tu vois. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est Alors. quoi ton truc, Bonaldi? C'est une application. En fait, je suis abonné à une newsletter de The Verge qui fait La un Verge. The Verge. La Verge, oui. Qui fait un petit peu c'est le petit trouvaille autour de Internet et des nouvelles technologies. Et il y a aussi une petite partie où les gens font leurs recommandations, un peu comme nous. Mm. Et ils ont recommandé une application de météo. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant qu'une appli de météo? Probablement rien. Mais cette application s'appelle Une Carotte. appli boursière. C'est vrai. Et franchement, maintenant que tu le dis, si on applique le concept que je vais vous montrer maintenant à une appli boursière, j'achète. Même si j'en ai rien à foutre de la bourse. Donc cette application s'appelle Carotte, mais en anglais, donc C-A-2-R-O-T. Ah, une carotte recommandée par la Verge. C'est vrai. N'oubliez pas que c'est aussi une chanson de Bruno Mars, hein. 24 Carrots in the Air. Oh la vache. Oui. Alors, non seulement l'application est assez jolie, elle prédit la météo, ce qui est somme toute tout ce qu'on lui demande. C'est pas mal. Elle a une petite particularité, c'est que elle est, disons qu'il y a une IA dedans, et bon, je pense qu'avec cette application, on a trouvé un peu la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle à nos jours. Et comment vous décrire ça? En fait, c'est une intelligence artificielle qui génère des messages de manière totalement aléatoire. Donc vous pouvez un petit peu en fait, il y a des petits paramètres que vous pouvez régler. Et à chaque fois que vous lancez l'application, elle va vous sortir une dinguerie. Alors, je vais essayer de la lancer. J'espère que vous allez entendre. Mais des fois, moi, En fait, c'est un peu Madaron dans une appli, quoi.
je connais pas ta daronne, mais écoute, si tu veux. Enfin, j'espère pas, mais. Alors, en fait, je vous la lance. Bon, c'est en anglais, par contre. Je vous la lance et après, je vous explique les paramètres. Alors, j'espère juste que ça va marcher, sinon je vais avoir l'air con. Ouais. Bon, bah, ça marche pas, évidemment. Attendez. C'est parce que en fait, c'est que je l'ai lancé tout à l'heure pour vérifier que ça marchait et du coup, il s'est pas réinitialisé. Attends. Oh là là, ça va être la honte. Non, il veut pas. Oh, pourquoi elle parle pas? En fait, j'ai le message, mais elle veut pas parler. T'as pas mis en silencieux par hasard? Non, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment qu'elle soit fermée de chez fermé. Et attends. Bon. Pour qu'elle bref. ouvre. Je ne sais pas ce que c'est que cette séquence, mais effectivement, je comprends mieux la solitude de Jérôme Monaldi à l'époque. Bon, je vous explique le concept. En fait, c'est une intelligence artificielle qui, selon la météo qu'il fait, va vous générer un message. Et après, donc, vous paramétrez selon ce que vous voulez que l'IA, elle vous dise. Donc, soit elle peut vous faire des blagues, soit vous dites qu'elle est sympathique, hyper amicale. Mais, de base, l'application est paramétrée pour qu'elle vous dise des horreurs. Et moi, donc, je l'ai paramétré au pire du pire, parce qu'en fait, tu peux paramétrer qu'elle dise des horreurs, mais qu'elle n'utilise pas de gros mots et tout ça. Et vous pouvez aussi paramétrer ses tendances politiques. Voilà. Oh là là, très dangereux. Alors, perso, moi, en fait, le problème, c'est que c'est politique américaine, c'est paramétré comme ça. Ah oui. Du coup, plein de rêves que j'avais pas. Et donc, vous pouvez aussi dire qu'elle soit apolitique, donc comme ça, elle fait juste des blagues. Et elle veut vraiment pas. Et non, mais en fait, c'est parce que j'ai lancé. Donc, c'est pareil, je vous montre pour ceux qui ont la vidéo. Ça ressemble à ça. Donc, vous le voyez à l'envers, donc je vais vous le lire. Mais en vrai, l'appli est jolie. Ok, vous n'êtes pas convaincus. Ouais, c'est Météo France. En fait, c'est ça, c'est Météo France avec du Fortune Cookie en plus. Oui, c'est un peu ça. Bon, là, elle est plutôt mignonne ce soir parce qu'elle me dit juste qu'elle a brûlé, envoyé en enfer tous ces putains de nuages qu'il y avait dans le ciel. Voilà. Et des fois, elle insulte vos mamans. Voilà. Mais en plus. C'est ma daronne dans une appli. Et en plus, c'est une application qui est totalement gratuite. Et vous vous dites, tout ce qui est gratuit, il y a de la publicité dessus. Certes, il y a de la publicité, mais ce sont des fausses publicités humoristiques. Par exemple, là j'en ai une qui me dit que j'ai gagné un robot sexuel complètement gratuit et que si je clique, je peux recevoir ma commande. Voilà, bon, après vous pouvez... Oh, merde, elle a parlé. Elle veut plus parler, merde. Bon, voilà. Non, en fait, c'est après, si vous cliquez, ça vous propose de prendre la version payante de l'appli. Ouais, je veux plus parler. Pourquoi à chaque fois? Bref, peut-être à un moment donné, de manière très aléatoire dans ce podcast, je lancerai l'application. Elle va parler toute seule d'un coup. Oui. Voilà. Et en vrai, elle prédit mieux la météo que sinon, en vrai de vrai, j'utilise l'application, la chaîne météo. Et en vrai, celle-là, Carotte, elle marche mieux. Elle est prévue mieux. Enfin, elle marche mieux, mais que pour la météo. Oui, et là, il me propose d'acheter des dents humaines. Ah, voilà. Elle est à toi, elle t'appartient. C'est une chanson de téléphone, ça. Oui, c'est vrai. Les dents humaines, tu le tiens dans ta main. Chanson préférée d'Hannibal Lecter. Oui. Ouais. Alors, et sinon, à part ça, tu avais d'autres trucs à conseiller que t'as fait? Parce que ça fait un peu quoi. J'ai installé l'appli qui marche pas. Tu veux ma recommandation maintenant tout de suite? Non, mais t'as fait d'autres sinon, choses. j'ai pas fait énormément de choses. Tout à l'heure, je vous parlerai de ce que j'ai fait dernièrement. Et sinon, non, j'ai joué à des petits jeux, mais qui étaient pas très bien, donc je vous les recommande pas. Et sinon, j'ai testé. Lesquels, par hasard? Merde, je me souviens jamais du titre. C'est Neko. Attends. Je ressors mon X-boîte. Il y a un chat dedans. Oui, il y a un chat. Et c'est évidemment le Neko. C'est avec le petit chat au Japon que tu dois bouger là en. Ah non, Maniki Neko. Ouais. En fait, c'est. Mais je crois que je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois. C'est un jeu de craft où en fait vous êtes une petite fille qui emménage dans un tout petit village avec son papa. Et en fait, pour s'intégrer, tu vas oui. vendre des petits trucs. Et en fait, c'est hyper redondant. Oui, non, c'était nul. Je l'ai fait aussi. J'ai désinstallé. Par contre, truc bien, c'est que hier, j'ai commencé Tunic.
J'ai pas eu le temps de beaucoup jouer, mais oh putain, c'est vrai qu'il y a une thématique là. Salut car renard, voilà. Ah Oui, bah, mais- Je pensais que c'était avec Charlton Heston, mais non. Non, Tunic, c'est pas bien, Tunic avec un renard. Ça... Non, c'est pas pas bien propre. la zoophilie. Bah, ça, Non. ça dépend si c'est une queue de renard. Oh là là. C'est horrible. Je veux pas participer à ça. Moi non, ça me dégoûte. Non mais je vois bien Tunic, espèce de petit Ouais. Zelda-like. Oui, c'est exactement ça, c'est un Zelda-like mais avec un petit renard où en fait la particularité c'est que vous apprenez, et en fait il n'y a pas de narration, faut apprendre selon ce qu'on découvre et il y a une espèce de langue avec des symboles qu'on ne peut pas lire et c'est au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu qu'il y a des choses qui se dévoilent et en fait en se baladant dans les différents biomes on trouve des pages d'un livret. En fait, c'est le livret du tutoriel, genre bienvenue, vous êtes un nouveau héros, voici ce que vous devez faire. Mais c'est adressé aux petits renards qu'on joue, quoi. C'est pas adressé aux joueurs. Et c'est ultra mignon. C'est pas un jeu qui est très très dur. C'est rigolo parce qu'au début, notre arme, c'est littéralement un bâton. Et bon, très vite, on débloque l'épée, le bouclier et tout ça. Et le but, c'est de sonner des cloches pour. Enfin, on dit sonner des cloches, mais c'est pas vraiment des cloches, c'est des diapasons géants pour libérer un personnage qu'on suppose important qui ressemble à une souris et qui est emprisonné dans un truc en verre. Voilà. Et quand vous dites Au moins- Zelda-like, c'est Zelda version. C'est quelle version de Zelda? Parce que. Le Link to the Past, la version Ouais. plutôt Super Ça, NES. en fait, c'est du petit RPG tout D'accord. mignon, quoi. Ouais, Surtout moi, j'aime bien ça. le dernier sur Switch, en fait. Tout le dernier sur Switch, tu sais, avec la vue un peu au-dessus, un peu d'impression jouet. C'est un peu le même genre Ouais. de. Et c'est ultra mignon. Je trouve qu'il y a quand même eu de la recherche et du développement parce qu'ils auraient pu faire des cloches, des triangles, mais non, ils ont été chercher des diapasons en percussion. Tu Ouais. vois, c'est là où tu vois, toi là. Mais il y a tout un truc sur la musique. Voilà. Et j'ai joué à Et peine c'était 2 un- heures, j'avais pas le temps, mais ça sera C'est probablement une un jeu prochaine recommandation. qui a été au début développé par une seule personne, un Canadien, et je crois que c'est sorti il y a peut-être 2 Ça ans se voit. maintenant. De quoi Ça a été fait par Non, quelqu'un rien. tout seul Ah oui, bah, ça peut. Mais en même temps, franchement, un beau boulot, quoi. Olivier, toi de ton côté. Oui, alors moi je suis allé voir il y a quelques temps je vous avais parlé de Ginzu dans ce podcast et donc ils sont sortis de leur retraite qui a duré 15 ans et ils refont des concerts et je suis allé les voir jeudi. Et bah c'était trop bien. Vraiment j'ai pas du tout été déçu. Des fois quand on attend quelqu'un, moi je les avais jamais vus en concert et du coup ça fait 15 ans que j'écoute leurs albums en boucle et que je rêve de leurs concerts et que voilà, donc quand on a ce genre d'attente, des fois on est un peu déçu. Là pas du tout. Ils ont rien perdu, ils sont vraiment super sur scène. C'était assez fou, le public était chauffé à blanc. Et ça faisait longtemps que j'étais pas allé à un concert où tout le public connaissait toutes les chansons par cœur, quoi. Et donc il y avait une grosse attente de tout le monde. Et du coup ça a donné un concert assez fou. Je pense que j'ai perdu 40 litres de flotte tellement j'ai transpiré. Pour combien de donc, litres de bière derrière et une demi-bière, tu vois. Donc, pas... Bon ratio. T'es devenu oliviolisé. Voilà, C'est- oliviolisé, voilà, parce que t'as perdu c'est- tellement d'eau que maintenant t'es Ah oui, devenu oui, olive en c'est, poudre. ouais, Voilà. j'ai tout. vraiment perdu beaucoup mais parce que franchement c'était, ouais, ils ont une puissance sur scène, ils ont une puissance, leur son est assez dingue. Voilà, donc tout ce que je disais à l'époque dans le podcast sur leurs albums studio, bah je peux redire la même chose sur leur concert. Donc n'hésitez pas à aller, il passe à Rock en scène et je pense que ça va être un bon moment encore, surtout que franchement ils s'éclatent vraiment sur scène, on sent qu'ils ont un vrai plaisir qui est très communicatif.
ils bougent beaucoup, ils sont, enfin vraiment c'est un bon gros concert de rock à l'ancienne et ça fait plaisir à voir. Sinon en termes de cinéma, hier j'ai vu un film qui s'appelle Fainéante, et qui est un film de Karim Dridi. C'est un film dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais que j'ai plutôt bien aimé, et qui raconte en fait l'histoire de deux, on va appeler ça des marginales, certains les appelleront des punks à chiens, qui en fait habitent un squat en Bretagne, et qui en fait le postulat de départ du film, c'est ils se font éjecter de leur squat par la police. Et donc elles décident de partir toutes les deux, ces deux filles qui décident de partir toutes les deux en road trip avec une camionnette dans laquelle elles vivent. Et donc elles vont aller de boulot saisonnier en boulot saisonnier, de rencontre en rencontre. Et en fait, et donc la caméra les suit. Alors au départ on a l'impression que c'est un documentaire, après on s'aperçoit qu'il y a quand même des trucs qui sont fictionnés. Voilà, c'est un espèce d'entre-deux que j'avais jamais vu. Mais donc il y a des gens qui jouent leur propre rôle, d'autres qui jouent pas leur propre rôle. Enfin voilà. Mais globalement, c'est très touchant, souvent très drôle, et je trouve que ça donne une autre. Je trouve que c'est important aussi de montrer qu'il y a des gens qui choisissent des façons de vivre qui sont différentes. Et évidemment, tout le monde les regarde avec en les jugeant et avec beaucoup de condescendance, mais en fait on s'aperçoit que derrière c'est des gens qui ont une réflexion sur leur propre vie, qui ont évidemment des galères, mais qui ont aussi pas mal de belles choses à vivre et tout. Donc je trouve que c'est un film punk. Il y a beaucoup même dans la musique c'est punk. Je comprends mieux ton tweet. Elle balance, ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé la musique du début jusqu'à la fin. Elles sont, ouais, c'est des nanas qui te balancent des punchlines par moment qui sont assez, qui sont vraiment très drôles et bien placées. C'est des nanas qui se laissent pas faire et qui en même temps ne peuvent pas se laisser faire, parce que le monde de la rue c'est quand même un monde qui n'est pas facile. Mais en même temps, c'est un monde où il y a beaucoup de solidarité et la sororité qui existe entre elles est assez belle, même quand elles ne sont pas ensemble, parce qu'il y a des moments où elles se séparent. Et voilà, je trouve que c'était vraiment un beau film dont personne n'a parlé. Et je trouve que ça mérite d'être vu parce que d'abord c'est bien filmé. Et puis parce que c'est deux personnalités qui sont quand même assez étonnantes et qu'on voit pas souvent. Donc si vous avez envie de vous dépayser en voyant quand même des paysages français, allez voir Fainéante. La Bretagne. Là pour le coup ça commence en Bretagne, mais on n'en voit pas grand chose de la Bretagne, puisqu'après elles partent plutôt dans le sud-ouest. Après il y en a une qui va à Marseille, l'autre qui va dans sa famille dans les Alpes, parce que sa mère vient de décéder, et ça crée il y a une scène de fou rire où son père où elle est complètement bourrée avec son père, qui est très 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 drôle. C'est un fou rire qui est très long, et en fait on finit par être dans le fou rire avec elle, et avec lui. C'est typiquement le genre de truc assez joli que j'aime bien. C'est que le père il arrive pas à s'exprimer, il finit jamais une phrase. Et en fait, à un moment donné, ils sont bourrés, ils rigolent, et en fait, il y a tout qui passe dans ce rire entre eux. Et en fait, ils se disent beaucoup plus de choses en riant ensemble que en se parlant. Donc voilà, c'est le genre de petites choses que je trouve vraiment sympa, et qui en plus te fait rire, parce que franchement, le rire est assez communicatif. Donc voilà, très joli film. Donc Fainéante de Karim Dridi. Ok. Et Florian? Bien, moi, j'ai pas été voir de film, mais j'ai été voir un concert vendredi soir. C'était à l'Accor Arena à Bercy, et c'était
Olivia Rodrigo qui n'a pas 22 ans mais vient de fêter ses 21 ans et a 2 albums à son actif et une superstar américaine qui a fait la majorité de ses gros singles en fait, ses gros singles sont devenus viraux sur TikTok, Twitter, YouTube et autres plateformes de jeunes que je ne fréquente plus assez. La preuve que je ne les fréquente plus assez, c'est que le public visé était présent en masse et en grande masse en fait, c'était quasiment complet autour de on partait sur du 16-25 ans avec du 12-13 ans quelque part. Et donc moi pourquoi j'ai été me foutre dans cette galère, c'est parce que j'aime beaucoup le deuxième album d'Olivia Rodrigo qui s'appelle Guts, qui est sorti en septembre dernier. Les deux sont produits par un producteur assez talentueux qui s'appelle Dan Nigro, qui a coécrit et produit toutes ces chansons, donc ça donne quelque chose de plutôt cohérent et de plutôt très très bien calibré. Et moi tout simplement parce que je fonde beaucoup d'espoir en le devenir de cette chanteuse qui est également auteure et interprète, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie qu'elle devienne une rockstar crédible et une rockstar mondiale. Et étant donné que j'étais parti avec ces attentes-là, j'ai été légèrement déçu dans le sens où les albums en fait d'Olivia Rodrigo et un tout petit peu son répertoire, c'est à la fois quelque chose de très très pop et émotionnel et à fleurs tendues, et de l'autre côté très rock, ascendant grunge, un tout petit peu inspiré des Breeders et de toute la scène grunge des 90s, mais pas trop. Moi, j'ai envie qu'elle parte dans cette direction, et donc j'étais très très curieux de découvrir en fait, en gros, comment en fait elle pouvait un tout petit peu avoir amené un tout petit peu cette énergie sur scène. Et le fait est que ça reste très show à l'américaine, et c'est très in the middle, dans le sens où c'est quelqu'un qui vient en fait de l'écurie Disney, qui est une ex-comédienne de Wizards of Waverly Place, donc qui a lancé en fait des singles qui étaient un tout petit peu pop, mais où en fait la grosse majorité du public est pas quelqu'un qui va aller écouter du rock alternatif ou qui va avoir vraiment les références que nous autres on va avoir donc du rock des 90s. Ce qui fait que du coup le concert, bon clairement c'était une expérience de fan, c'est-à-dire que tout le monde hurlait chacune de ses chansons. J'étais à Taylor Swift il y a 2 semaines, là c'était le même acabit, donc si vous connaissez pas le répertoire, vous allez être totalement largué. Et il y a eu quelques bons moments. Je trouve que pour quelqu'un qui a que 2 albums en son actif, c'est quelqu'un qui est à sa place en fait dans des stades, dans des grosses salles du type Accor Arena, qui a un super groupe. J'étais aussi venu pour son groupe. Si vous êtes abonné à Disney+, c'est le même groupe en fait qui joue dans le petit documentaire qu'elle a sorti entre ces 2 albums, donc entre Sour et Guts. Elle a sorti un docu de 1 heure en fait qui m'a vraiment chauffé pour aller la voir en concert. Un groupe entièrement féminin qui est vraiment très très charismatique, qui déborde d'énergie. Et j'ai l'impression que le son de Bercy en fait soit les laisser tomber, soit en fait essayer de calibrer ça de manière un tout petit peu plus pop. Ce qui fait que du coup je me suis retrouvé avec un concert qui ressemblait à mon premier concert de rock pour des 5e ou 4e. Ce qui est pas, c'est pas une expérience déshonorante en fait. C'était quelque chose où c'était plutôt très très bien mené, mais ça reste quand même un show à l'américaine. Et pendant que je regardais le concert, je me disais à quel moment je vais retourner la voir, parce que je suis certain que c'est quelqu'un qui va vraiment évoluer et qui va aussi grandir avec son public. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, qui peut changer de producteur, qui peut aller dans pas mal de directions beaucoup plus hard et grandir avec son public. C'est sûr qu'à 21 ans, elle a encore le temps d'évoluer, quoi. Exactement. Et je pense que en fait, les attentes que j'avais pour ce concert-là, c'est les attentes d'une Olivia Rodrigo dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui en sera à son 4e ou 5e album. Donc je pense que en l'état, en fait, c'était un bon concert, mais je pense que il y a une marge de manœuvre en fait pour arriver à ce que ça soit vraiment la rockstar que je sais qu'elle peut devenir. Voilà. Ok, très bien. Mais en parlant de concert rock, j'avais pas vraiment prévu d'en parler parce que ça fait déjà maintenant
quelques semaines, mais j'ai été voir avec ma fille pour son premier vrai concert Aldebert et sa version donc Aldebert 666 donc version métal. C'était franchement un bon gros show, bien fun, il s'éclate sur scène, il y a aucun problème, les morceaux sont très bons et puis les musiciens sont juste à tomber. Et puis quelques apparitions de grands noms de chez Sepultura, etc. au chant pour un peu aider. Enfin, apparition en vidéo, bien entendu. Hein, voilà, faut pas déconner non plus, mais bon, globalement, même lui, il a de temps en temps poussé des petits cris un peu gutturaux et qui passaient bien. Donc ça surprenait. C'était franchement pas mal. Mais moi de mon côté niveau musique c'était le 7 juin. Il y a eu pas mal de choses parce que déjà il y a eu l'album Pulsar de l'Impératrice avec lequel j'ai saoulé un peu tout le monde parce que voilà je l'attendais de pied ferme. J'avais précommandé le vinyle. J'ai même pas eu le temps de l'écouter encore. Ah ouais? Non. Voilà, le jour de sa sortie, avant de recevoir mon vinyle, j'avais déjà écouté 5 fois. Voilà, donc. Surtout que j'ai passé ma semaine à faire un montage avec où elle parlait dedans à la chanteuse, donc c'est quand même impardonnable. Ouais. C'est sûr. Bon après, si t'as du boulot, faire du montage en écoutant de la musique, c'est un peu compliqué. Surtout si tu dois écouter les. Non, ça va? Ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Après, t'écoutes pas bien la musique, donc ça va pas. C'est plutôt ça. Comme je disais, c'était un excellent album, beaucoup plus différent de Takotsubo, le dernier, où là on a un mélange de pop, en plus du côté disco, mais aussi un côté très spatial, très Daft Punk en fait dans la production, avec des invités, des chanteuses vraiment très très bonnes, des morceaux en italien. Enfin franchement c'était le seul truc que je reproche à cet album-là, c'est qu'il est trop court. Voilà, j'aurais bien pris une petite chanson de plus, mais bon, comme on dit, il vaut mieux que ça s'arrête comme ça qu'avec le morceau de trop, la piste ou les 2 pistes de trop dans l'album. Après, ils sont toujours à temps de faire des deluxe, hein, tu vois. Ouais, il y a une éternité, on parlait de l'album de Timberlake qui était à 18 titres alors qu'il en méritait 12. Là, si c'est trop court, il y a toujours moyen d'en rajouter, quoi. Ouais, après, c'est juste pour dire que vraiment, il est très très bon et que, voilà, c'est 10 morceaux, une quarantaine de minutes, donc voilà, moi j'attends avec impatience de les voir en octobre en concert à l'ancienne Belgique, donc ça j'attends de pied ferme. Il y a eu aussi un autre album que je pensais qu'il sortait le lendemain ou la semaine d'après, je sais plus, c'est Prep, je vous en ai déjà parlé, c'est un groupe anglais de Brighton, très dans la mouvance yacht rock, rock sympathique comme ça. Ils ont sorti The Programme. Là, pareil, même problème, hein, trop court et ça dodeline toutes les 5 secondes de la tête. Tous les morceaux sont juste fous. Et l'album s'appelle The Programme. Voilà, je vous conseille d'écouter ça avec la voix en falsetto qui tombe super bien. Et par contre. Encore un autre album qui est sorti le 7 juin, je me suis dit mais ils arrêtent jamais. C'était Joey Valence et and Bray. Si vous aimez Beastie Boys, c'est la relève. Il n'y a pas d'autre mot. C'est leur album qui est sorti en 2024. Ils avaient sorti un autre album qui s'appelait Punk Tactics en 2023. Et en fait, c'est juste deux gars. C'est des pseudos. Hein, c'est Joseph Bertolino et Brendan Lugg, qui s'appellent donc Joey Valence and Bray. Et on a vraiment tout au long de leur album, c'est vraiment ouais, c'est ça. C'est du Beastie Boys qui a été compris, digéré. Et on nous redonne quelque chose de vraiment nouveau, malgré tout, avec des sonorités qui semblent venir des années 90 en fait. Donc si vous aimez le genre, encore une fois, jetez-y une oreille parce que je pense pas qu'il soit très très connu par chez nous, même si je crois qu'ils viennent en France fin de l'année. Oui, je crois qu'ils viennent le 8 novembre, puisque je suis en train de regarder pour prendre des places. Voilà. Et effectivement, c'est un son hip-hop un peu old school qui fait plaisir à entendre. Et
Ouais. Ils ont fait des clips filmés avec une Game Boy aussi. Pourquoi pas. Game Boy Advance alors. Je pense que c'était... Alors, il y avait avec la DS, et puis avec la Game Boy, non, c'était l'appareil qui faisait des photos un peu en noir et blanc dégueulasses. Ah si, c'était la Game Boy Color, ça, qui faisait des photos. Que tu non, rajoutais, Ah, tu rajoutais mais de la tu faisais, petite c'est caméra la version derrière, là. Je crois que c'était je sais pas, je me souviens plus, mais c'était pas Enfin, les voilà, Game Boy ils aiment ni bien Color chercher- ni. Ils aiment bien aller chercher des trucs un peu improbables comme ça pour faire leurs clips, et franchement, c'est trop bien, ça donne la pêche, parce qu'il n'y a pas un morceau qui est plus bas que l'autre. Et sinon, pour finir sur le côté musical, c'est une découverte d'un gars qui s'appelle Louis Cole. Et là, on est du côté de la musique électronique jazz funk, avec un gars qui a une voix, une tessiture assez folle. C'est un multi-instrumentiste, et il n'y a pas un album qui se ressemble, pas un morceau qui se ressemble. C'est des découvertes à chaque fois. Ça va chercher vraiment sur la déconstruction du jazz, les rythmes bien funk, avec des nappes électroniques qui arrivent comme ça d'un coup, avec une voix qui est vraiment top. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu écoutes du Louis Cole sur Apple Music, dans les conseils d'autres artistes, Olivia Rodrigo tombe dedans aussi. Charlie Puth, etc. Toute la mouvance peut-être TikTokienne, je pense. C'est peut-être ça qui les lie un peu. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi je connaissais absolument pas. C'est un ami qui me l'a conseillé. Et moi j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc niveau musique, plein de choses à faire. Plein de choses à écouter. Dans des genres totalement différents. Et si on reste dans l'écoute, et je terminerai ça niveau musique, j'ai presque fini Making Rumors, c'est-à-dire c'est le livre sur l'album Rumors de Fleetwood Mac, qui est lu notamment par son producteur, Ken Kaya, Kaya, je sais plus comment on dit, où en gros on va nous raconter lui, son arrivée dans le studio en tant que nouveau producteur, qui débarque alors qu'il est tout jeune, il n'a même pas encore 30 ans. Donc le gars, il a fait le 25e meilleur album Rolling Stones, il n'a même pas 30 ans. Bravo, chapeau, là-dessus. Et on a toutes les histoires, ça cache rien, quoi. En gros, il y en a un qui pique une crise, les trucs de drogue, les bagarres entre eux, parce qu'il faut savoir que, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Rumors, un peu de Fleetwood Mac, mais c'est un album où, en gros, tout ce qui a été chanté dedans, tout ce qui a été fait, c'est un peu des chansons de... Tout le monde va balancer des vérités à tout le monde. Le règlement de compte. Oui et non. Après, il y a des couples qui sont déjà en train de se défaire dedans en même temps, donc des choses qui se déchirent, des gens qui vont se disputer pendant les chants. Et c'est un album qui n'a pas été que dans la souffrance non plus, mais franchement, c'est un miracle qu'il soit sorti dans l'état où il est, et surtout le succès qu'il a donné, parce qu'en gros, c'est ce qui a permis de mettre Fleetwood Mac sur la carte mondiale. Parce que jusque-là, c'est un groupe anglais qui avait de très bons morceaux, etc. Mais ils n'avaient jamais réussi à exploser, notamment aux États-Unis. Et là, voilà, ça c'est ce qui les a fait exploser. Pour vous mettre aussi un ordre d'idée niveau année, donc là on est en 76, ils enregistrent juste à côté des Eagles qui sont en train d'enregistrer Hotel California. Et Hotel California, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils en pouvaient plus d'enregistrer, ils étaient dans leur studio comme ça, et c'était devenu l'enfer en fait pour eux. Donc il y avait une espèce d'ambiance autour de tout ça, mais c'est bien raconté. Franchement, j'aimerais parfois avoir la mémoire qu'ont ces gens-là. Je sais pas s'ils ont pris des notes ou quoi, parce que franchement, ils vont chercher dans les détails. Je dis mais comment tu fais pour t'en souvenir ? J'aimerais avoir la mémoire des gens, moi. Je sais pas comment. Ah oui, ça déjà aussi. Globalement, les gens m'épatent, ils te sortent des trucs, des détails de ouf. Il faut lancer une cagnotte en fait, aller financer une mémoire pour Olivier. Non, je pense que même en finançant le truc, ça marchera pas. La science n'en est pas encore là. Non, mais je vous conseille une mémoire en plug and play en fait. Ouais. Je vous conseille la lecture donc de ce livre, Making Rumors, et bien entendu l'écoute de Rumors, parce que
C'est juste un album excellentissime. Oui, il y a, ça, il faut. Il y a rien à acheter dedans. En plusieurs fois d'affilée, c'est bien, ça marche aussi. C'est très très bien, c'est très très bien. Et avant de passer aux recommandations, parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé, là j'avais plein de trucs. J'ai aussi un jeu qui s'appelle Chance of Scénar. Oh oui. Alors Chance of Scénar, c'est un jeu assez étrange, c'est un jeu d'énigmes où en gros on arrive sur un endroit, on ne sait pas où on a un peu perdu la mémoire, et les gens qui nous parlent avec des glyphes qu'on ne connaît pas. Donc en fait le but du jeu, ça va être déjà de essayer de deviner ce que les glyphes veulent dire pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc tu dois en fait c'est traduire. une maladie de faire des jeux où on comprend pas la langue ou C'est ça. Tout le monde fait ça en fait, ouais. Ah, il y a Non, eu mais une il tendance est trop où il y a bien, des comme ce ça, jeu. ouais. Mais là, ici, vraiment, tu as, pour donner un exemple, tu te retrouves de l'autre côté d'un espèce de courant d'eau, et t'as une personne qui, de l'autre côté, te fait des bulles avec des glyphes, et selon ce qu'il te dit et ce qu'il te montre, t'essaies de comprendre, et tu devines, en fait, les mots, tu dis, bah oui, ça me semble être une salutation, ça me semble être ouvrir, ça devrait être fermé, du coup, vu que En c'est fait, en ça te met opposition. dans la peau de quelqu'un qui va dans un pays totalement étranger et t'essayes de Ouais, et maîtriser la traducteur, langue en comprenant des gestes et des Enfin, là, situations. Quoi. et les langues, parce que Oui. il y a très vite, on se retrouve sur deux sortes de glyphes pour deux espèces de populations qui n'ont pas l'air d'être très très copines. Hein, c'est surtout qu'avec l'ambiance très Moyen-Orient, etc. C'est ça ramène des choses pas top. Mais les énigmes sont quand même assez tordues parce que vraiment on est sûr que c'est ce mot-là. Puis en fait non, c'est pas du tout ça, et on va devoir à des moments donnés compléter des fiches de son carnet en disant ben voilà, c'est ce mot-là et ce mot-là, et si c'est pas bon, ben en fait tu peux pas passer au suivant, à la page suivante, donc tu dois essayer de trouver. Parfois c'est vraiment des conneries, hein. C'est tu dis tiens, ça devait être passé, en fait c'était pas passé mais c'était venir, et ou chercher, et à force tu finis par débloquer en fait une façon de deviner en fait ce que les gens vont dire. Donc tu deviens une espèce de traducteur plutôt un déchiffreur même parfois pour tout ça. Donc et c'est assez cool, à faire. C'est très même si c'est compliqué pour l'esprit, c'est très relaxant parce qu'il n'y a pas un temps donné. Il y a pas, tu vas pas être pressé par une deadline absolument à taper. C'est juste, prends le temps que tu veux, hein, mais tant que t'auras pas fini cette énigme-là, t'avances pas, quoi. Donc, mais franchement, l'ambiance est cool. Graphiquement, c'est très sympa, c'est très épuré, très en teinte jaune, rouge comme ça. Et ouais, voilà, il est dans le Xbox Game Pass justement, Chance of Scénar, mais il est pas très cher non plus. Si vous voulez l'acheter. Je pense pas qu'il soit sur téléphone par contre. Il faut que je vérifie. Et je pense que c'est un jeu français si je me trompe pas. Oui. C'est chez Rundisk. Ouais, c'est sur PC, Switch, Xbox et PlayStation. Voilà. Comme ça, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais fait ces derniers temps. J'en ai fait des choses. Hein. Ah oui, et encore. J'ai écrémé. C'est parce qu'il y a une recommandation qui est arrivée juste hier et que ça a décalé un peu des choses. Mince, il faut remettre les choses dans un ordre de priorité. Ah bah oui. Donc Elodie, toi ta recommandation? Oui, attends, je retente. It's perfectly pleasant out. But don't worry, it won't last because you don't deserve nice weather. J'ai l'impression qu'elle me vise là. C'est franchement, c'est exactement ma vie en ce moment. Voilà. J'aurais réussi. Écoute, je reste un petit peu dans le même esprit que Chance of Scénar. Je reste dans le Game Pass avec un jeu d'énigmes qui s'appelle A Little to the Left, qui est un jeu vidéo sorti en 2022 de un petit studio canadien. C'est également pour les fans de Beyoncé. Hein. To the left. To the left, to the left. Bon. Bien joué.
Un petit studio canadien qui s'appelle Max Inferno. Et en fait, à la base, c'est un jeu qui avait été fait pour une game jam. Et le thème, c'était hors de contrôle. Ce qui est un peu marrant parce que dans ce jeu, vous êtes quelqu'un d'extrêmement maniaque. Puisque A Little to the Left, c'est un jeu de puzzle où en fait, vous passez de tableau en tableau. J'aime beaucoup cette chorégraphie. De tableau en tableau où le but, c'est en gros de ranger des trucs. Et je sais, ça n'a pas l'air hyper passionnant comme ça. Mais je vous jure qu'en fait, si... en fait, vous allez passer dans plusieurs univers. Donc, il y a la cuisine, le garage, le jardin, etc. Vous faites à peu près toute la maison et quelques autres petites surprises. En fait, c'est un petit jeu cosy que tu fais quand il pleut dehors et que t'as pas envie de te prendre trop le chou. Ouais. C'est ça. Oh, pas trop le chou. Je peux te dire que parfois, il y a des énigmes qui prennent bien le chou, quoi. Oui, mais en vrai, ça va. Parce que, pour expliquer, donc c'est pas un jeu où ça consiste en juste mettre des crayons dans des pots. Parce qu'à chaque fois, il faut trouver la logique dans la manière de ranger, il faut trouver le bon ordre des choses. Etc. Il y a toujours une mécanique en fait pour arriver à tout caser. En fait, on vous explique jamais rien. Vous êtes juste devant le tableau et puis faut tester des trucs, quoi. Effectivement, c'est pas aussi simple qu'il paraît, mais c'est pas non plus prise de chou pendant 3 jours, quoi. C'est faut tester des trucs, au bout d'un moment on trouve la logique. Mais en plus vous avez un petit chenapan qui vient vous saboter, à savoir votre chat. Patoune. Oui, la patoune du chat qui visiblement déteste voir des choses rangées. Et quand tu as presque fini ton tableau d'énigmes et que là t'as juste la petite patte qui fait et tu recommences tout. Voilà, mais j'adore les chats. Parfois elle fait pas juste ça, c'est qu'elle approche tout doucement. Oui, et tu tapes sur la patte. Si t'es concentré sur un endroit de ton puzzle, tu vois pas la patoune qui approche. Et donc tu peux pas cliquer dessus pour pouvoir dire dégage. Et donc tu te retrouves. Je dois recommencer. Oui. Après, ça n'arrive pas à chaque fois, mais du coup, c'est surprenant quand ça arrive en fait. Mais c'est parce que c'est ça, c'est pas. Non, c'est pas le chat, il est tout le temps là à venir nous faire chier. C'est juste de temps en temps, de façon un peu aléatoire. Comme un vrai chat. Voilà. Il a décidé que tiens, c'était le moment où il était réveillé, il allait te faire chier. Puis après, il s'en va, il revient pas. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que déjà, je le trouve très beau. C'est un style 2D hyper coloré, hyper simple, mais non seulement c'est beau, mais comme c'est hyper épuré, ça rend les énigmes très lisibles. C'est pas le genre de tableau d'énigmes où en fait déjà, il faut que tu tries entre les objets pour essayer de comprendre les choses. En fait, tout est fait pour que ce soit très clair, très lisible, et que ton esprit soit directement dirigé dans la logique des choses. Il n'y a pas non plus à... C'est pas un jeu d'objets cachés non plus, quoi. Et en fait, il y a un côté... bien jeu, en plus. Oui. Il y a un côté hyper relaxant à jouer à ça. Oui. J'ai un autre jeu qui est hyper relax à faire, c'est Botany Manor. Ah, je l'ai sur ma liste, je l'ai téléchargé, j'ai pas commencé encore. Mais tout le monde me dit, mais oui, pareil, tu reposes ton cerveau, c'est beau. C'est un jeu d'énigmes où tu fais pousser des plantes. Oui. Dans un manoir anglais. Ouais. En plein été. Et c'est beau en plus. Donc voilà, vous allez ranger des trucs et en fait des fois effectivement les énigmes sont un peu retorses, mais on n'est jamais vraiment totalement bloqué parce qu'il y a toujours moyen de tester des trucs, de bidouiller, de changer les éléments de place. Et en vrai, c'est pas comme certains jeux d'énigmes que j'ai pu faire où à la fin quand t'as trouvé la solution tu te dis mais ça sort de nulle part, ça n'a aucun sens. Là en vrai il y a toujours une explication logique. Il y a, c'est un peu genre vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous pouvez comprendre la logique de pourquoi il a rangé ses livres dans cet ordre-là, par exemple. C'est pas complètement sorti du chapeau. Et en plus, si vraiment vous êtes bloqué, alors à savoir aussi que pour certains tableaux, il y a plusieurs solutions possibles. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une vraie logique, quoi. C'est que ok, t'as réussi l'énigme en faisant comme ça, ok, c'est cool. C'était peut-être pas comme ça que c'était prévu, mais ça marche. Et si vraiment vous trouvez pas, il y a un système d'indices, mais c'est pas tant des indices parce qu'ils vous donnent carrément la réponse en fait. Et si avec vraiment tout ça vous y arrivez pas, vous pouvez sauter un tableau pour passer au suivant ou sauter par la fenêtre. Ou sauter par la fenêtre. Mais faites attention, c'est dangereux. Oui, enfin bon, si on vous donne la réponse et que vous ne trouvez toujours pas, à un moment donné, il faut mourir, quoi. Et je t'avoue qu'il y a un tableau que j'ai passé. Je n'ai toujours pas compris. Alors pour ceux qui savent, c'est le tableau des bougies. Je suis désolé, il va falloir sauter par la fenêtre. Ah oui. Voilà. Bon, après j'ai été voir la solution, j'ai pas. Bon, oui. peut-être. J'ai fait pareil.
Celui-là, c'était pas le meilleur, quoi. Et en fait, c'est un jeu qui est à la fois relaxant, mais en même temps, on est quand même actif et on fait marcher ses méninges, quoi. C'est pas non plus un jeu de couloir où on clique sur des trucs juste pour cliquer sur des trucs. Il y a 5 chapitres en tout, avec je crois qu'il y a une dizaine de tableaux dans chaque chapitre, j'ai pas recompté. Ouais. Et la fin du jeu, je vous la spoile pas, mais c'est une fin musicale, très colorée, très pop, avec des chats. Et je la trouve magnifique, et j'ai eu la musique dans la tête pendant à peu près 3 jours. Voilà. Et le problème, c'est que ça m'a rappelé la fin d'un autre jeu que j'ai fait il y a pas très longtemps, et je suis incapable de retrouver le titre. Et c'est vraiment dommage. Donc, si vous le savez, je lance un appel. Un jeu de rangement aussi ? Non, pas du tout. c'est C'est un jeu où on suit, je crois, 4 femmes dans des époques différentes. Donc il y a au moment de la préhistoire, il y a, je crois, il y a dans l'univers des Esquimaux, tout ça. Et la fin de ce jeu, donc c'est quand les 4 femmes se rejoignent, on va dire. Et c'est un truc hyper psychédélique où en fait chaque univers c'est une couleur. Enfin, il y a tout un truc. Bref, voilà. Je l'ai fait sur Twitch, si ça parle à quelqu'un. Voilà. Bref, je lance un appel. En fait, avec tout ce que j'ai pu vous raconter, ça peut aussi vous faire penser au jeu Unpacking, où on doit vider des cartons de déménagement et ranger, mais en fait, c'est assez différent. Parce que dans Unpacking, il n'y a pas vraiment de puzzle, c'est tu ranges les objets où tu veux. Et t'as surtout l'histoire qui compte, en fait. Voilà, c'est ça. Dans Unpacking, il y a une histoire que tu comprends au fur et à mesure que tu déballes les cartons. Et par contre, dans A Little to the Left, il n'y a pas du tout d'histoire, c'est juste une succession de tableaux. Mais bon, en même temps, c'est un jeu de game jam, donc ils n'ont pas pris le temps de faire une histoire, quand même, les pauvres, en 48 heures. C'est un jeu qui peut se finir en 3 heures si vous êtes chaud patate, en 5 si vous êtes une catastrophe, et entre les deux si vous êtes à peu près normal. C'est disponible sur PC, sur Mac, sur Switch, sur Xbox, et c'est actuellement dans le Game Pass, donc profitez-en. Il y a un petit chat, enfin un gros chat. Donc déjà, juste ça, c'est une bonne raison. Ouais, la patoune. Mais je te dis, fais Botany Manor juste après, parce que là... Oui, mais là, j'ai commencé Tunic. Ah ouais, mais laisse ça de côté. Tunic, c'est 35 heures, quoi. Et ça me fait penser à un truc, dernièrement, donc ici, il y a eu pendant quelques jours plein de conférences avec de présentations de nouveaux jeux futurs, etc. Et dedans, il y avait, parce que tu as parlé de musique, il y a un jeu qui s'appelle Mixtape, qui est prévu pour 2025, et dans lequel on a vraiment du grunge, pop, fin 90 dedans, et c'est vraiment une espèce de jeu road trip assez psyché, et c'est par un studio qui s'appelle Dinosaurs and Beethoven. Trop bien. Et Dinosaurs and Beethoven, ouais, le nom il est très très cool. Ouais. Et ils avaient fait un jeu. Le chien, compositeur. Le compositeur. Qui aboie aussi de temps en temps. Enfin, c'est Beethoven, voilà. C'est Beethoven and Dinosaur, voilà. C'était dans l'autre sens. Ils avaient fait de Artful Escape, un jeu très façon Yellow Submarine dans l'inspiration, avec des trucs dans l'espace, etc., qui était que sur PC et Xbox. Et là, ça va être pareil, c'est que pour c'est un truc un peu prévu pour PC et Xbox. Mais franchement, regardez le trailer de Mixtape. Niveau musique, déjà rien que pour ça, je veux. Et puis l'animation, elle est très inspirée des derniers Spider-Man. C'est le côté un peu hachuré comme ça. Et c'est vraiment très très cool. Olivier, quel est ta reco ? Oui, alors moi ce soir je vais vous parler littérature et plus précisément d'une saga littéraire, enfin d'une série littéraire. Je sais qu'on parle pas de série normalement ici, mais là cette fois-ci ce sera une série, mais elle sera littéraire, donc ça va, ça rentre dans les cases. Moi c'est pas forcément c'est pas forcément mon truc, les séries littéraires, mais pour le coup là c'est vraiment une qui m'accompagne depuis des années, pour lequel j'ai vraiment une grande affection. Donc c'est les Chroniques de San Francisco d'Ernestine Maupin. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, de quoi ça parle, parce que c'est quand même très connu, mais ça m'arrive encore de croiser des gens qui ne connaissent pas. Donc de quoi ça parle ? En fait, ça parle de ce qu'est San Francisco à travers les années. Donc depuis la fin des années 70 pour le premier roman jusque dans les années 2010 pour le 9e roman. Donc en tout pour l'instant
publiés, il y en a eu 9. Il y en a un 10e qui arrive, enfin qui est annoncé pour cette année. Et du coup, je suis content. Et en fait, cette ville, on va la découvrir on va découvrir son évolution à travers un groupe de personnages, et notamment le personnage principal, qui est une jeune femme dans le premier roman et qui s'appelle Marianne Singleton, qui donc dans ce premier livre débarque de Cleveland et va être le moteur un petit peu de la découverte de ce San Francisco de 78, il me semble, sur le premier livre. En tout cas, c'est la date de sortie. Sauf que Marianne, donc, elle vient de Cleveland, et que Cleveland, c'est un peu la campagne profonde par rapport à San Francisco. Et donc elle va arriver et elle est un peu coincée du cul, quoi. Donc sauf que elle arrive dans un San Francisco dans les années 70 où c'est un peu la débauche, c'est un peu la fête perpétuelle et tout le monde couche avec tout le monde. Donc pour elle ça va être un petit choc. Faut imaginer que c'est une ville où les hippies côtoient les grands pontes du capitalisme dans des partouzes avant de se renier le lendemain matin. C'est San Francisco à l'époque, c'est le seul endroit sur Terre où les homosexuels peuvent se réunir tranquillement dans le quartier Castro et exprimer leur sexualité sans avoir à se cacher. Donc voilà, la jeune Marianne, elle arrive là-dedans et elle est un peu, elle est à la fois déboussolée et en même temps elle a envie d'y vivre parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas et elle a envie de s'éloigner un peu de ses parents. Donc elle va s'installer dans un immeuble qui est tenu par une mystérieuse Madame Madrigal dont le prénom est Anna, qui cultive sa propre marijuana et qui l'offre sous forme de joint à ses locataires. Donc plutôt sympa l'accueil. Rien à voir avec Encanto, donc. Non, rien à voir avec Encanto, ou alors la version la version fonce D de Encanto, ce que j'aimerais bien voir parce que je pense qu'à mon avis elle sera meilleure que l'original. Et en fait, cette dame-là, qui a un passé un peu trouble, on apprend au fur et à mesure des romans quel est son passé. Il y a plein de choses à découvrir. Et en fait, cette dame, c'est plus qu'une logeuse, c'est une véritable mère de substitution pour tous les jeunes gens qui vivent sous son toit. Et parmi ces jeunes gens, on a d'abord Mona, qui est une jeune femme bisexuelle qui va permettre à Marianne de trouver son premier emploi à Frisco. Il y a Michael Tolliver qui est surnommé Mouse, qui est un jeune homosexuel un peu paumé dans la vie et qui est clairement l'avatar de l'auteur du livre, donc Armestine Maupin. Et il y a aussi Brian qui est l'archétype de l'hétérosexuel un petit peu dragueur, qui était lui avocat, mais dans la mouvance de 68 qui a décidé de tout plaquer et pour devenir serveur et surtout pour profiter des joies de la vie nocturne franciscaine. Donc voilà, donc il y a une petite troupe, donc ça va venir, ça va partir, voilà, donc ils habitent tous ensemble sous le même toit. Et pour avoir les deux côtés de la ville, parce que je vous ai parlé des hippies et des gros capitalistes à côté, bah en fait on va avec, donc on a les marginaux avec ces gens qui sont logés par Madame Madrigal, et puis il y a aussi la bourgeoisie et on suit la famille, une riche famille dont le nom est Alcyone, dont les membres sont vraiment traversés de faux semblants, dans lequel la sexualité s'exprime aussi, mais beaucoup plus sous le manteau, dans des non-dits, et en fait c'est tous ces non-dits qui vont faire que la famille va peu à peu éclater. Donc le titre original de cette série littéraire, c'est Tales of the City. Et pour le coup, je trouve que le titre français est plutôt bien choisi, Chroniques de San Francisco, car je trouve que finalement, il représente mieux cette idée de montrer l'esprit d'une ville à travers les années. Parce qu'au-delà des personnages, en fait, moi
c'est des personnages que j'ai appris à aimer très vite, que j'ai aimé de plus en plus en fait au fur et à mesure des tomes. Et mais surtout, moi, ce que j'aime dans le roman, c'est à la base l'amour que j'ai de San Francisco. Et de comprendre en fait le traumatisme qu'a vécu cette ville avec les années SIDA et comment elle s'est remise de cela. Car en fait, le premier roman dont je vous parle en fait, surtout depuis le début, c'est un roman qui parle beaucoup de liberté, de fêtes permanentes, de ce qu'était San Francisco à la fin des années 70. Mais en fait, les romans suivants vont être imprégnés de tout ce fléau qui va toucher la communauté homosexuelle de San Francisco. Et surtout, c'est un fléau qui a touché personnellement l'auteur, qui a vu tous ses amis disparaître les uns après les autres. Et en fait, il va réussir à décrire tout ça au fil des romans, à décrire l'amour, à décrire le drame, à décrire la solitude qu'il va ressentir après ces années SIDA. Et surtout, il va réussir à montrer toutes les différentes phases du temps qui passe. Et en fait, d'enjeux un peu futiles au début, en fait, tous ces enjeux, ils vont grandir avec lui, ils vont grandir avec ses personnages, et ils vont grandir avec nous aussi. Moi, j'ai commencé la lecture quand j'avais à peu près le même âge que Marianne quand elle arrive dans le premier bouquin. Et c'est un peu le même processus que les gens qui ont grandi avec Harry Potter et qui ont passé leur adolescence en même temps qu'en parallèle de celle d'Harry Potter. Bah moi, j'ai vécu un peu ma vie d'adulte aux côtés de ces personnages des Chroniques de San Francisco, en ressentant les mêmes sentiments, les mêmes changements, les mêmes doutes, les mêmes espoirs. Et en fait, moi, ce que j'aime dans le bouquin, c'est que Maupin, il a pas un style qui est flamboyant, c'est pas un très grand écrivain. Même si je trouve que au fur et à mesure des livres, sa plume s'affine, devient de plus en plus précise, maîtrisée. Mais en fait, là où il est très fort, c'est qu'il a une capacité assez unique pour sentir l'air du temps et pour réussir à le retranscrire à l'intérieur de ses personnages. Donc on va avoir le flower power flétrissant un peu des années 70, on sent que c'est la fin de la fête. Ensuite, on a l'illusion du capitalisme florissant des années 80, donc sous l'Amérique de Reagan. Et puis après, on a la désillusion des années 90, on est plus vers le grunge. Et après, on a une sorte de renoncement au niveau des années 2000, comme un apaisement, comme avec des personnages qui ont vieilli et qui finalement ont qu'une envie, c'est de passer une fin de vie tranquille après tous les traumas du sida et compagnie. Et donc voilà, donc il y a vraiment une capacité de Maupin à saisir ce qui se passe à chaque décennie dans cette ville. Et en fait, c'est aussi ce qui se passe chez nous dans nos vies et dans les différentes étapes de notre vie d'adulte. Mais surtout, en fait, si j'aime bien les personnages, ça veut pas dire non plus qu'ils sont totalement exemplaires, sympathiques tout au long des romans. Loin de là, en fait, Michael Tolliver, qui est de loin mon personnage préféré, il a plein de défauts. Il fait plein de choix où on se dit mais pourquoi tu fais ça en fait, c'est bête. Ou Marianne qui est typiquement le genre de personnage du livre qui m'énerve prodigieusement et qui fait tout ce qu'il faut pour que je la déteste, mais en même temps c'est aussi le ciment du groupe et c'est celle par laquelle les choses arrivent. Et au final, c'est aussi quelqu'un qui a plein de fêlures et qui, par ses fêlures, me touche. Voilà, donc chacun passe par des moments un peu difficiles où ils font des erreurs, où ils peuvent être agaçants. Mais au final, en fait, c'est le groupe qui fait qu'on finit par les aimer. C'est ça qui l'emporte au final, c'est cet amour constant qui émane des livres, de ce groupe, de cette solidarité à l'épreuve du temps. C'est aussi toutes les révélations qui sont faites au fur et à mesure des bouquins, parce que y en a plein, c'est comme un espèce de soap opéra où il y a des révélations tout le temps, on apprend plein de choses, on se dit waouh non, c'est pas possible. C'est un livre, ce sont des livres qui sont très faciles à lire, qui sont dans des styles très différents. Le premier bouquin est beaucoup plus basé sur le dialogue,
c'est quasiment que des dialogues avec quelques petites lignes pour les relier, mais c'est beaucoup de dialogues. Les derniers bouquins sont beaucoup plus écrits, et sont beaucoup plus basés sur la mélancolie. Mais voilà, moi ce que j'aime, c'est le côté soap, mais sans le côté faux du soap. C'est-à-dire que c'est des bouquins qui sont toujours justes. Ça capte toujours quelque chose de magnifique, toujours quelque chose de l'air du temps. Les romans, comme je disais, ils gagnent en mélancolie et en maîtrise au fur et à mesure du temps. Et vraiment, c'est une série qui se lit une fois qu'on a commencé. On n'a pas du tout envie de laisser tomber les livres. Et si on a envie d'être ému, de rire, de s'émerveiller, d'être surpris, de vivre tout un tas d'émotions hyper variées, bah franchement, c'est vraiment la série littéraire dans laquelle il faut se lancer, quoi. Pour l'été, c'est vraiment parfait. C'est à la fois léger et à la fois réflexif et à la fois beau, et enfin vraiment c'est du roman de plage excellent, parce que c'est à la fois divertissant et à la fois pas con, quoi. Donc pour moi c'est un peu le divertissement parfait, quoi, en termes de littérature. Tu le vends bien. Tu le vends bien parce que globalement je connaissais pas. Voilà. Quand quelqu'un qui connaissait pas, je connaissais pas. Voilà. Pour être franc. Voilà. Moi non plus, mais du coup j'ai très envie de le lire maintenant, ça fait chier. Alors sachant que ça a été adapté en série à la télévision à 2 occasions. Il y a eu une adaptation sur Netflix, il me semble, il y a pas très longtemps, et il y a eu une adaptation il y a un petit bout de temps maintenant, il me semble dans les années 80, sur un network américain, si je me trompe pas, mais j'ai pas le truc en tête, mais qui sont des adaptations plutôt réussies, mais qui sont largement incomplètes par rapport au bouquin. Vraiment, si vous voulez... 2019, je vois sur ouais, Netflix. Ça c'est la version Netflix. Avec Elliot Page, entre autres. Exactement. Et qui était pas mal, mais malgré tout, il y a un foisonnement. Et c'est 93. 93, ah ouais, tu vois, moi je pensais fin des années 80. Et il est marqué que c'est un feuilleton. Oui, bah c'est en même temps les livres sont des feuilletons. C'est vraiment. Ce qui est assez... non, je pense qu'ils sont gourés parce que je vois qu'ils me montrent les mêmes acteurs. Je suis en train de chercher et ils sont apparemment sur Prime Video en Belgique. La version de 93. En tout cas, moi, Google me le dit. Sachant que je pense que si je me souviens bien, la version Netflix ne prend en compte que le premier et le deuxième tome. Sachant que maintenant il va y en avoir 10, donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont vous manquer. Et honnêtement, 93 apparemment elle n'a pas beaucoup de saisons, hein. C'est une seule saison, donc oui, non, oui, 4 pareil, saisons, 4 saisons, désolé. Pareil, ça parce qu'en fait il y a eu d'autres bouquins qui ont été publiés depuis, et mais vraiment, enfin, il y a un foisonnement à la fois des personnages et à la fois qui peuvent pas être traités complètement dans une série, malgré le fait que dans une série on a quand même plus de temps que dans un film, mais même là c'est pas possible de tout traiter, parce qu'il y a plein de thèmes différents qui sont évoqués, et puis vraiment je vous dis, les derniers romans amènent quelque chose qui sont tellement différents de ce qu'apportent les premiers, que je pense que l'expérience littéraire est beaucoup plus intéressante que l'expérience télévisuelle. Oui. Bon, après, je vais te vérifier. En fait, sur Prime, chez nous, c'est via un abonnement en plus. Voilà. Donc, bon. Voilà. Autant lire les livres, effectivement. Peut-être même en audiobook, tiens, tant qu'on y est. Tant qu'à faire. Aussi. Bah quoi, ça me permet de faire plein de choses en même temps. Voilà. Genre promener mon chien. Oui, parce qu'après c'est Je comme peux ça pas que faire tu ça te en pètes la lisant un gueule, livre. sinon, oui. Je peux pas faire ça en lisant un livre, en marchant, c'est compliqué. Bah oui. C'est compliqué. Florian, toi ta reco. Ah. Non, j'ai enlevé les bruits d'ambiance. Je vais Les petits oiseaux. Ou les petits oiseaux, exactement. Surtout dans le ventre, étant donné que je suis en train de digérer. Je vais prendre le suite d'Olivier, je vais faire une recommandation de livre, et ensuite je vais recommander
3 albums très rapidement en fait parce qu'on commence déjà à atteindre leur écart d'enregistrement. Donc j'ai spécifiquement acheté pour la team Monsieur Série en fait un livre parce que je me demandais qu'est-ce qui serait sympa à lire comme ça. Qu'est-ce qu'un livre? Voilà, qu'est-ce qu'un livre en fait? Un livre c'est plusieurs choses, c'est une accumulation de pages reliées et souvent, c'est un roman graphique. Et j'ai acheté 2 choses il y a à peu près 3 semaines. Et je me suis dit tiens ça serait sympa de les lire et tout. Et donc ils sont liés à une série, tout comme la recommandation d'Olivier, sauf que là elles sont pas, pour l'instant ça n'a pas directement été adapté en série télé. Ça s'appelle Everything, voilà. Et c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Christopher Cantwell. Et Christopher Cantwell a notamment bossé sur une série qui s'appelle Paper Girls qui a été annulée par Prime Video, mais c'est surtout le co-créateur de Halt and Catch Fire pour AMC. Ouais. Voilà. Et donc à côté, c'est un créateur et auteur émérite de comics et de romans graphiques, dont ceci, qui est donc sorti il y a 2 ans en édition française, donc aux éditions 404. C'est bon, tu les as trouvés? Oui, enfin ça n'est pas une erreur. Et du coup, et c'est pour ça que voilà, j'ai été dans les limbes de la librairie acheter cette intégrale de Everything. Donc Everything, comme son nom l'indique, en fait, parle de tout et surtout de notre obsession du tout en tant que consommateur. Mais ça n'est pas une histoire moderne, en fait, c'est une histoire qui se passe dans l'Amérique du début des années 1980. Donc l'Amérique de Jimmy Carter, et l'Amérique en fait un tout petit peu dans le Michigan qui ouvre les premiers malls, ces espèces de centres commerciaux tentaculaires qui vont totalement transformer l'urbanisme et les villes aux alentours. Et donc il y a une poignée de personnages en fait qui va graviter autour donc de cette espèce de pastiche de Walmart qui s'appelle Everything. Et où on vend littéralement de tout. Et en fait, la promesse de Everything, en fait, c'est que comme il y a toujours des promos et qu'on a tendance à vendre de tout, on n'a plus besoin de rien. Vous l'aurez compris, c'est donc une satire du consumérisme ambiant. Mais il y a aussi, et là je cite directement Christopher Cantwell, il y a aussi une toute petite ambiance en fait satirique et fantastique à la Lynch en fait, donc il prend comme référence Blue Velvet. Donc personnellement j'ai pas eu une grosse filiation Blue Velvet à la lecture, hein, mais il y a quelque chose de très lynchien et aliénant dans cette espèce de très rétro, très inspiré des personnages de comics des années 50, très propre sur lui. Et en fait le Everything en fait cache des sombres secrets donc on rejoint un tout petit peu les grands thèmes de la science-fiction qui est un tout petit peu l'aliénation mentale. Donc il y a des mystères, il y a des meurtres, il y a donc toute une mythologie qui se tisse autour de ce centre commercial là, c'est vraiment mené vraiment de main de maître. Ça se laisse lire très très facilement. Et donc voilà. C'est la version française. C'est la version française, oui. Et donc c'est donc Christopher Cantwell, c'est l'auteur en fait, et l'illustratrice, c'est INJ Culbar en fait, à ne pas confondre avec Calbut et Culbuto. Et c'est quelque chose. Tu vois que t'as souri. Et c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que c'est quelque chose de rondement mené, d'assez mystérieux, avec pas mal d'idées un tout petit peu tordues, un tout petit peu fucked up, donc notamment un petit nounours qui s'appelle Monsieur Ours en fait, qui contrôle la tenancière en fait du magasin. Donc c'est il y a une petite ambiance Stephen King. Je pense que je rapprocherai un tout petit peu plus ça de Stephen King que de David Lynch. Et c'est aussi un conte noir sur la recherche du bonheur, on va dire, hein, et le fait que peu importe ce que l'on achète, ça ne pourra jamais combler le vide psychologique à l'intérieur de nous. Donc là, c'est tout un programme. Il y a des gens qui... Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des gens qui pensent. Hein. Donc voilà, Everything 2000. Ça arrive, il y en a quelques-uns. Voilà, aux éditions 404.
C'est noté. Je vais essayer de trouver les éditions 404. Je les ai mis dans une wishlist là, donc ça va. Et on va craquer. Et donc j'avais 3 albums à vous recommander, donc l'un qui est sorti il y a 2 semaines et 2 autres albums en fait qui sont sortis il y a un tout petit peu plus de temps que ça. Le premier qui est un gros événement dans la scène électro-américaine et électro-canadienne. Il s'agit de l'album de Kate qui s'appelle Timeless. Qui est sorti il y a une petite dizaine de jours sur RCA. Il y a des vinyles qui apparemment sont disponibles. Le monsieur ayant tourné un tout petit peu partout, il était notamment à Willow Green il y a 15 jours. Je crois que son set est encore regardable sur France Télé. Tu vas rire, hein, c'est sorti ce fameux 7 juin où tout est sorti. C'est ça, où tout est sorti, ouais. C'est vrai que l'Impératrice a également sorti son album. Tous les albums dont j'ai parlé, c'était quasiment 7 juin. C'est ça. Oui. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Kate Ranada, c'est un producteur québécois qui est en activité depuis 2012-2013, qui s'est fait connaître surtout sur SoundCloud en fait, avec des remixes très très réussis. On va dire soit house, soit rap de titres cultes qu'il a totalement transfiguré. Donc il a notamment fait un remix de If de Janet Jackson en fait qui a énormément tourné et qui a assuré sa renommée. Il a un son qui est très très définissable en fait, qui est un tout petit peu lofi et qui est assez funky. Il y a un tout petit peu de disco, mais ça c'est pas quelqu'un qui aime être enfermé dans des cases. Par contre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup bosser avec une écurie de collaborateurs qui lui est fidèle, et il n'y a pas de grand mystère à savoir pourquoi. Donc Timeless, je vous le recommande pour ceux qui ne connaissent pas Kate Ranada, parce que c'est une très très belle porte d'entrer dans son son. C'est son 3e ou 4e album studio, donc il en a fait un qui s'appelle 99.9%, qui est sorti il y a 8 ans, qui est assez différent en fait en son, mais qui avait déjà des featuring de pointure, hein, qui se trouve dans la continuité en fait de ce qui est sorti pendant le confinement fin 2020 déjà sur RCA, qui s'appelle Beba, B-U-2-B-A. Et pour le coup, donc il y a une partie des collaborateurs du précédent album qui sont repris ici, et donc je vous le recommande surtout parce que c'est un excellent moyen, sans que j'ai à trop m'épuiser la salive, d'avoir un bon aperçu du potentiel de toute la scène, la nouvelle scène R&B et soul actuelle. Donc il y a vraiment un nec plus ultra. Donc il y a des artistes qui sont connus, qui ont vraiment pas besoin de Kate Ranada. Donc il y a notamment une collaboration avec Childish Gambino qui s'appelle Witchy, qui est le dernier titre de l'édition standard. Il y a Pink, donc je pense à des personnes qui sont comme Pink Panthers, qui signent un des 2 gros bangers et un des titres vraiment qui surnage dans l'ensemble, qui s'appelle Snap My Finger en fait, qui pour le coup correspond vraiment. Kate Ranada, c'est quelqu'un, comme je disais, qui a beaucoup de sons, et le son, donc Snap My Finger avec Pink Panthers, en fait, c'est quelque chose qui est très très house, mais qui est très mid-tempo. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup ralentir ou qui va beaucoup accélérer le tempo. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rester explorer les mêmes types de tempo, mais qui aime légèrement jouer avec les samples, jouer avec son propre son. Et le reste des invités sont des personnes que personnellement j'admire beaucoup. Donc il y a Ravin Lenné, il y a Rochelle Jordan en fait, quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans un précédent Phase B en fait, où j'avais fait une double recommandation en fait avec Kelela en fait. Donc c'est quelqu'un parce que c'était 2 artistes qui avaient des sons assez proches. Donc Rochelle Jordan, elle est sur 2 titres de l'album de Kate Ranada. Il y a Thundercat qui est un tout petit peu partout. Il y a voilà, il y a Anderson .Paak, il y a quelqu'un qui s'appelle Sir, qui a également sorti il y a quelques semaines un album R&B très très réussi. Donc c'est vraiment une longue liste de collaborateurs en fait, dont les projets par ailleurs valent énormément le détour.
Donc voilà, je vous recommande vraiment pour ça. Je pense que et c'est... en live, il était très cool Ouais. aussi parce que je l'avais vu en première partie de The Weeknd. Oui, il a fait la L'été tournée des dernier. stades avec The Weeknd, c'est vrai. Il était passé au Stade de France et il avait fait la tournée des stades avec The Weeknd. Oui, c'est quelqu'un qui peut faire des DJ sets et qui peut faire des choses et qui peut ambiancer une foule sans souci. Et pour le coup, là, c'est aussi quelqu'un qui prend énormément de temps à faire ses albums solo en fait, parce que bon, il fait de la production à droite à gauche. Là, pour le coup, ça fait 4 ans qu'on attendait l'album et qu'il a accordé une interview où il disait que en fait, il était assis sur la plupart des morceaux d'album depuis 2021 en fait. Donc c'est quelqu'un qui aime, on va dire, enregistrer des titres, mais qui aime prendre son temps aussi, ce qui est très très rare. Même dans la scène électro actuelle, où en fait la scène électro actuelle, que ce soit house, que ce soit drum and bass, tu dois sortir des sons tous les 3 mois, tous les 4 mois, être actif en tant que remixeur, aller faire des DJ sets à droite, à gauche, au milieu et tout. Keith Ranada, bon, clairement, c'est quelqu'un qui est très actif et très en demande en tant que DJ, mais c'est pas quelqu'un qui sort qui va sortir des trucs tous les mois en fait pour continuer à avoir sa pertinence en fait. C'est quelqu'un qui aime prendre son temps, donc c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc voilà, Keith Ranada, Timeless, une énorme réussite créative, probablement un des albums de votre été. Voilà. Et les 2 autres albums sont liés par, là aussi, un même producteur, quelqu'un dont je suis fan depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, qui s'appelle Nikolai, comme Nicolas mais avec un Y à la fin. C'est un producteur hollandais qui a émigré aux États-Unis et qui est la moitié d'un groupe dont je suis également fan depuis 20 ans à peu près, qui s'appelle The Foreign Exchange. Et il a un petit label indé qui s'appelle The Foreign Exchange Records. Et il y a quelques semaines, il a sorti un album avec un chanteur qui s'appelle Bane. Alors, Bane, donc c'est un chanteur de Minneapolis qui Pas dans Batman. Alors, ça n'a rien à voir avec le méchant de Batman, en fait, qui a la voix de Bruno Le Maire avant une commission mixte paritaire. Et C'est très précis, ça, quand même. Hein. c'est très précis, mais comme je savais que tu allais sortir la référence, j'avais également bossé ma vanne. Et Bane, B-A-I-N, chanteur de Minneapolis, et Bane et donc Nikolai ont sorti un album qui s'appelle Lifetime, qui pour l'instant n'est pas dispo en physique, qui est, si vous voulez le soutenir, il est dispo sur Bandcamp. Et c'est un album qui pour le coup est très... rien à voir avec l'ambiance de Keith Ranada, qui est beaucoup plus détendu, beaucoup plus folk, et que je trouve très très bien produit et très bien réussi. C'est peut-être un tout petit peu trop mélo en fait par rapport au goût des uns et des autres, mais je trouve que c'est encore une merveille de production, là encore très très avec un son qui est très bâti, et moi ça m'a énormément fait penser à un son très très particulier qui est le son des premiers albums de Seal, S-E-A-L, voilà, du début des années 90, donc qui était produit par Trevor Horn. Otari plutôt. Ouais, et Je me suis trompé dans la traduction de style, voilà. C'est Otari, pas un phoque. T'as pas sourcilé. Ah ah. Non. Et pour les gens voilà, qui ont ces 2-3 premiers albums, c'est je pense dans la directe lignée de ça. Voilà, donc c'est un album que je trouve assez magnifique, qui s'appelle Lifetime, donc qui passe tout seul. Je sais pas si ça va être publié en physique. Et dans la continuité, je voulais prendre quelques petites minutes pour recommander le véritable classique de Nikolai avec donc The Foreign Exchange, qui est sorti en 2008, qui est sorti il y a un peu plus de 15 ans, qui s'appelle Leave It All Behind. Et c'est un énorme classique. Il y a une des meilleures reprises de Stevie Wonder que j'ai entendue de ma vie, qui s'appelle, enfin, la reprise de If She Breaks Your Heart. C'est une association avec un rappeur et compositeur et chanteur qui s'appelle Fonte Coleman. C'est un album, on va dire post-divorce, mais un album qui est vraiment vraiment sublime dans ses arrangements, qui pour le coup est très très moderne et très très contemporain. Donc le dernier titre en fait, ou l'avant-dernier titre part littéralement en drum and bass, c'est quelque chose qui est beaucoup plus électro que l'album Lifetime que je viens de vous recommander. Mais c'est un album qui est très 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 bossé au niveau des mélodies, qui est très très inspiré, qui est très inspirant, là aussi qui
en plus de Fonte qui assure la majorité des voix, qui compte avec des voix féminines absolument sublimes, donc de 2 chanteuses qui s'appellent Musina et Yazara. Donc là aussi c'est vraiment et aussi un chanteur qui s'appelle Darian Brockington. Donc c'est tout un collectif en fait d'artistes qui ont collaboré en fait vraiment pour construire cet album. Et donc vraiment on est c'est un album qui est très sophistiqué, qui est un peu à la lisière de l'électro, de la house, du R&B, de la soul, un tout petit peu du funk, un tout petit peu du rap. C'est son propre genre, hein, et c'est extrêmement cohérent, c'est-à-dire que c'est un album qui s'écoute vraiment du début à la fin. Et je voyais pas pourquoi je n'aurais pas, étant donné que je parlais de Bane et donc de la dernière production de Nikolai, si vous avez aimé ça, allez vous jeter sur les Beatles Behind de For Exchange. Voilà. Et ben dis donc, ça en fait des recommandations. Niveau musical, là, vous allez pouvoir en avoir plein les oreilles. Voilà, faut danser, ou en tout cas avoir de quoi écouter, c'est déjà pas mal. On va se trouver après. Hein. Oui, c'est ça. Qui sommes-nous pour vous dire que faire, hein, n'est-ce pas? Qui sommes-nous? Moi de mon côté, ma recommandation, c'est un film qui va arriver en fait globalement le 19 juin, donc dans 2 jours ici par rapport à l'enregistrement, parce que hier il y avait une avant-première famille pour Vice Versa 2, hein, de Pixar. Le premier j'avais beaucoup aimé, donc j'étais impatient d'avoir sa suite et de souffrir à nouveau comme il a fait souffrir le premier, hein. Mais bon, pour des différentes raisons. Vice versa, le 1, ça permettait de pouvoir regarder comment les émotions travaillaient chez une enfant, aussi chez des adultes. Et dans le 2, en gros, on va un peu mélanger toutes ces émotions et en rajouter d'autres. Parce que déjà, sans spoiler, voilà, le premier, on commençait, donc on avait colère, dégoût, la peur, tristesse et joie, qui étaient donc les 5 principales, qui étaient bien séparées à l'enfance. Et puis, à la fin du film, on voit qu'en fait, des choses peuvent se mélanger, hein. On peut avoir un mélange de joie et de colère en même temps, etc. Donc, on a vraiment tout un panel d'émotions qui arrivaient. Et ici, on arrive en début d'adolescence, parce que Riley, qui est la petite fille qui était dans le premier film, a aujourd'hui 13 ans. Et en fait, toutes ces émotions sont toujours là. Bien entendu, hein, elles ne nous quittent pas, mais elles vont créer quelque chose d'autre qui est les croyances profondes. C'est-à-dire que tous ces souvenirs, toutes ces émotions vont créer la personnalité de la personne. Ça, c'est ce qui est le départ, sauf que tout est bien, hein. Cette croyance, c'est « je suis quelqu'un de bien », donc voilà, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil. Mais Enzo aussi était quelqu'un de bien. Oui, bien sûr. Pour la musique. Encore. Mais là, on a donc 4 émotions supplémentaires qui débarquent avec la puberté. Parce qu'il y a, à un moment donné, un gros bouton rouge qui clignote. C'est la puberté qui commence à s'allumer. Donc, gros bouton rouge, je pense que le clin d'œil, il est quand même là. C'est une alarme un peu façon alarme incendie qu'ils essaient d'éjecter. Sauf que, on a anxiété qui arrive, on a ennui, on a envie et embarras qui viennent se rajouter à l'équation, avec anxiété qui prend la parole un peu sur tout dans ce qui se passe dans la tête de Riley, qui, elle, va passer un camp de vacances de hockey et qui va justement être chamboulée dans ses croyances et dans ses choses sur lesquelles elle est sûre de tout connaître. Comme le premier, c'est très drôle. Comme le premier, c'est multiples lectures. Les enfants vont voir quelque chose, les adultes vont y voir autre chose. Merci Anxiété d'être là, parce que là, j'ai jamais vu une représentation d'une crise d'angoisse aussi parfaite
dans un dessin animé. Ça faisait peur, en fait. Vraiment, ça faisait peur d'avoir une crise d'angoisse comme ça. Je dis, ah bah tiens, oui, je connais bien ça doit être un peu comme ça dans ma tête aussi, par moment. Mais en dehors de tout ça, on a aussi un film qui a gagné en maturité, un peu aussi en suivant l'enfant, et qui s'amuse à se moquer un peu de son papa Disney aussi. Quelques clins d'œil par-ci par-là, plus ou moins ouverts, que je ne vais pas spoiler bien entendu. Et des tentatives aussi d'animation un peu différentes pour certains personnages, que je ne spoilerai pas non plus, mais qui m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire, parce que vraiment, on sent que les personnes qui étaient derrière les animations et l'écriture ont compris en fait ces éléments-là. Pour pouvoir s'en moquer, il faut bien les comprendre, et franchement là, c'était juste parfait. Et la suite, je la trouve aussi bien. Pour ne pas dire meilleure, parce que je trouve qu'elles sont vraiment toutes les deux très bonnes, sur des niveaux différents, pour un public différent, pour une histoire qui l'est aussi, et Vice Versa 2, franchement, je vous le conseille vivement, parce que c'est un excellent moment à passer en tant qu'adulte ou en famille, et puis il y a mon personnage préféré dedans, qui s'appelle Colère, hein. C'est un personnage absolument génial, il est super drôle, et puis on se comprend bien tous les deux, je pense. Et la voix VO de Colère est quelqu'un de légendaire qui s'appelle Louis Black. Oui, voilà. Mais c'est vrai que même toutes les voix, Anxiété, c'est Dorothée Pousseau qui fait la voix. En VF, ouais. Et la voix de Dorothée Pousseau en VF, elle est absolument géniale. Et il y a une chanson à un moment donné, enfin une chanson, parce qu'il n'y a pas de chanson chez Pixar, c'est pas les chansons de Disney, etc. Il y a une petite chanson où on se moque, et j'étais content de... Bon, faudrait que je le revoie en VO, parce que la chanson est chantée par Ron Funches, un acteur que j'aimais beaucoup, qui se trouve dans Loot, dernièrement sur Apple TV, et aussi dans Undateable, série qui malheureusement n'a pas duré assez longtemps à mon goût. Et dans Powerless, qui a duré encore moins longtemps. Ah oui, Powerless, c'est clair que ça a duré bien moins longtemps. Petit ange parti trop tôt. Ouais, après Undateable, je préférais le revoir, tandis que Powerless, bon. Après, il y a des personnes problématiques dans Undateable maintenant, donc peut-être pas... On va faire un peu attention. Il y a des problématiques partout. Bref, voilà. Moi, c'est mon conseil. Foncez le voir le 19. Je pense que de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire. Il y a beaucoup qui veulent aller le voir. C'est un des Pixar où j'ai aucun problème à le revoir, si ce n'est Bing Bong dans le premier, qui fait chialer tout le monde. Et ça rate pas. T'as beau connaître le film, ça rate pas. Je sais pas si vous avez vu Vice Versa. Vous aviez prévu de voir... Ouais, j'avais vu le 1, que j'avais pas... Je suis passé un peu à côté, il faudrait que je le revoie. Parce que c'était à l'époque où j'avais encore des attentes de Pixar, donc peut-être que ces attentes avaient un petit peu influé sur ma vision du film. Donc il faudrait que je le revoie, et j'ai prévu d'aller le voir le 2, ouais. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que Pixar, il y a eu pas mal de choses qui étaient assez passe-partout, pour rester gentil. Pixar, clairement, ils ont perdu leur esprit, ils ont perdu. C'est un studio qui est à la botte de Disney, et ils ont perdu leur âme, quoi. Donc, ça, on peut pas non plus le cacher, mais bon, il reste des choses derrière. Notamment, moi, j'avais beaucoup aimé En Avant, que je crois que tout le monde a absolument boudé sans raison. Mais je pense aussi qu'ils n'avaient pas la chance que c'était tombé en plein pendant le Covid. En Avant, c'était quoi? C'était le machin avec les deux frères, ouais. En Italie, là? Non, ça c'était... Ah oui. C'est les aventures des deux frères, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'ils font le même film encore et encore.
Non, mais Luca, j'avais pas aimé, j'avais pas accroché. En avant, c'est deux frères, et c'est très inspiré de Donjons et Dragons dans la façon de J'avais faire. vu ça. J'ai beaucoup aimé la fin de ce aucun film, souvenir. mais pas la fin. Je l'avais vu vraiment au début du confinement et tout, parce que j'étais curieux, vu le bon buzz et tout. La fin m'avait plus convaincu que l'ensemble, hein. Mais par contre, sur ces dernières années, le film turbo chef-d'œuvre de Pixar, c'est Alerte Rouge. Alerte Rouge, j'ai failli aller le revoir en salle tellement je me suis marré comme un... Bah, il y a Soul aussi, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui. Soul était excellent. Après, derrière, Élémentaire, l'année dernière, c'était... voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai. J'avais oublié, mais j'ai vu Élémentaire l'été dernier. C'était une assez bonne surprise, mais j'aurais aimé que ça aille un tout petit peu plus loin. Mais c'est vrai que ça effleure les sujets beaucoup en ce moment, en fait, alors qu'avant... c'est-à-dire qu'avant Pixar allait plus loin dans le sujet, quoi. Avant Pixar, il nous surprenait continuellement, c'est-à-dire qu'il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils se contentent de prendre des thèmes un petit peu à la mode, de prendre des trucs un petit peu vus partout, d'essayer de trouver une métaphore pour le montrer, et puis basta, quoi. On fait une anime classique, on se fait pas trop chier à changer par rapport de film en film. C'est... c'est pour ça que moi j'aime encore bien, j'aime vraiment beaucoup vice versa par rapport à tout le reste, genre les Indestructibles, etc. Machin, il y a des choses que j'aime bien. Pour le coup, moi, pour le coup, je préfère les Ouais. Indestructibles qui m'amènent vers quelque chose de que j'avais jamais vu que je vois rarement en animation pour toute la famille. Et qui je parle du 1, pas forcément le 2, j'ai aucun souvenir. Mais en tout cas, le 1 m'avait fait passer un moment, alors peut-être que j'étais encore trop fanboy de Pixar à l'époque, mais disons que mais il faut que je revoie vice versa, parce que j'avais été un peu déçu, mais parce que j'avais beaucoup d'attentes dessus, donc. Mais vice versa, franchement, niveau lecture, tu peux le voir de mais oui, non, mais enfin de tellement de manières que contrairement à chaque fois, c'est juste que en fait de toute façon tous les films dont on parle là de Pixar sont des bons films, en fait. C'est pas c'est pas des mauvais films, c'est ça que je veux dire. Simplement je pense que j'attends de Pixar des choses différentes que ce que j'attends d'autres studios. Les choses que DreamWorks ou Sony font maintenant, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, les films de Pixar m'emmènent exactement là où je m'attends qu'ils emmènent maintenant. C'est-à-dire que tu commences, tu vois le principe du film, tu te dis oui, d'accord, ok, l'idée est bonne, et en fait, ça déroule le truc sans quasiment aucune surprise, et en fait, on arrive au point B auquel on s'attendait à arriver. Alors que moi j'avais l'impression que leur premier film, quand ils étaient encore écrits à peu près correctement, m'amenait à chaque fois vers des choses complètement différentes, quoi. Donc moi c'est ça mon gros problème par rapport à Pixar. Après les films en termes de visuellement, tout ça ils sont quand même très 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 forts, quoi. Oui, non, ça là-dessus, y a pas à dire, hein. Mais je sais pas, moi, il y a un truc que j'aime bien, et je pense qu'il y a un point commun, c'est que c'est le réalisateur, c'est Pete Docter qui est dedans, c'est Monstres et compagnie pour moi, c'est voilà, c'est vice versa, il y est aussi, il y a là-haut. Dedans, il y a une façon de raconter, de réaliser les choses qui, moi, me parle totalement. Et celui-là, parle encore plus, surtout en ce moment. Donc, faut vraiment y aller. Contrairement à le film de Disney qui va sortir, je crois. C'est Disney ou Pixar, je sais plus, parce que maintenant ça se mélange. C'est Elio. Un truc de... Ouais, c'est Pixar. On voit la bande-annonce depuis je sais pas combien de temps, et en fait ça ne sort qu'en juin 2025.
Ça a l'air complètement nul. J'ai jamais compris le truc, quoi. Ça a été repoussé de 1 an. Il s'est pris 1 an dans la face, en fait, quand Bob Iger est revenu. Sinon, ça serait sorti cet été. Ouais, c'est ça. Mais ici, ils ont sorti Vice Versa à la place. Et puis, il va y avoir, fin d'année, Vaiana 2. Qui devait être une série Disney+, qui a été remontée en film. Ouh là là. Ouais, ça va être génial, ça pue, c'est ça. juste dégueulasse, quoi. Mais il y aura une série. dégueulasse. Il y a un truc Déjà, que Vaiana 1 n'était pas non plus indispensable. moi j'ai beaucoup aimé Vaiana 1, mais franchement, ça aurait mieux fait sans faire de suite. Par contre, Moi, j'en peux plus des personnages en plastique, moi. C'est vraiment... S'il y avait juste le poulet, moi ça me va. C'est le seul personnage qui compte dans Vaiana. et Pixar, C'est par un- contre, un poulet qui louche. va sortir une série qui s'appelle Win or Lose, je crois que c'est avec la voix de Jason Sudeikis, mais je suis pas sûr. C'est un truc qui a été annoncé il y a tellement de temps, et je pense que ça va arriver. J'espère que pour le coup, ils vont pas rater ça, parce que ça a été... ça fait tellement de temps que j'attends ça que moi j'attends limite plus cette série et le fait qu'ils essaient autre chose, parce que bon, ils ont fait des courts-métrages pour Disney+, mais bon, c'est pas, ça n'a rien à voir avec en ambition avec ce projet-là. Mais oui, clairement, ce qui s'annonce côté Pixar en film, et ça a pas l'air ouf. Mais même leur court-métrage, en fait, c'est C'est marrant. Will Forte, c'est pas Sudeikis. C'est quand tu regardes même leurs courts-métrages sont quand même beaucoup... Mais il n'y en a plus. Bah, il y en a, mais c'est des ressucés de leur long métrage. Ici, globalement, avant le film, il n'y avait pas de court-métrage. Hein. Ah oui, non, mais sinon, tu peux en voir effectivement sur Disney+, tu peux en voir, enfin, ils ont... Ça, je suis... avant, je sais plus quel film... je les mélange tous maintenant, mais j'avais vu un truc sur là-haut, justement, une espèce de Avant élémentaire. ouais, probablement. J'étais là, je dis, waouh là là. Avec le chien qui essaie de draguer. je sais Quelle pas quoi. tristesse, quoi. Quelle tristesse d'avoir ça. C'est pas le chat qui drague, que je raconte. Non, c'est, c'était sur le date du vieux, là. Ouais, et je crois qu'il y a un truc à mélanger. Qui adore là-haut. Enfin, j'étais là en train de me dire, mais putain. Et surtout, moi qui adore les films, les courts-métrages de Pixar, je les ai même en DVD. Les premiers courts-métrages qui sont d'une créativité incroyable. Je me dis, mais putain, les gars, vous en êtes où, là? À nous faire un espèce de fanservice à 2 balles. Ouais, un peu triste quand même. C'est sûr. Mais bon, tant qu'ils se seront pas ramassés un grand coup qui leur ferait repenser un peu le tout, et puis surtout changer la direction. Vice Versa 2 marche très bien. Donc, Oui, mais c'est ça. Et très franchement, a raison. Il y a vraiment... Et vraiment aucun doute là-dessus. Toi, si on me dit que Élémentaire n'avait pas marché, ça m'étonnerait même pas. si, je crois que ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Il est resté en salle une grosse partie de l'été pour avoir un... Ouais, au final, sur la longueur, il a plutôt bien fonctionné. Ok, très bien. Enfin voilà, on a pas mal de choses donc niveau conseil. On a du jeu avec A Little to the Left, si vous aimez les puzzles où il faut ranger des choses. On a une série de livres avec les chroniques de San Francisco. On a un livre aussi avec Everything, donc tome 1 et 2 intégral chez K104, roman graphique, et de la musique, en veux-tu, en voilà, et donc côté Vice Versa 2. Et puis vous avez aussi toutes nos mini recommandations de début qui globalement prenaient déjà la moitié de l'épisode à cause de moi. Non. Voilà. Si avec ça vous passez pas un bon été, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Surtout voilà, c'est le dernier épisode de Phase B, donc écoutez-le bien, écoutez les autres aussi. Et Donc à écoutez-le faire 2, 3, 4 fois. Exactement. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour Monsieur Siri and Friends, qui sera donc aussi le dernier numéro. Et moi, je vous donne rendez-vous donc là dans 2 semaines pour un épisode, si tout va bien, si l'enregistrement se passe bien, sur le Yacht Rock, un espèce de super battle de Yacht Rock avec Patrice Fornis du podcast Big News USA. Et puis cet été,
quand on aura trouvé un moment pour vous parler de tous les films du flic de Beverly Hills et du dernier qui arrive le 3 juillet sur Netflix, en espérant que ce ne soit pas une catastrophe, ce dont j'ai très peur. Voilà, à bientôt, bonne écoute, n'hésitez pas à partager. Je vois le cul de Nisha qui va, c'est n'importe quoi. C'est un podcast zoophilie ce soir. Juste le queue du chat. Encore. Allez. Ça fait beaucoup là, non ?